Allez-y. Allez. Bien, nous allons reprendre, s'il vous plaît. Donc, dernière partie de notre journée. Donc, les deux derniers exposés d'Alain Ruscio, donc l'impact dans les colonies françaises, Vietnam, Algérie, puis Serge Bolikov sur l'histoire des commémorations. Donc Alain, vas-y, je te donne la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie, mon garçon. Ceux qui me connaissent savent que je ne rate jamais l'occasion de commencer une intervention en parlant de l'Indochine, donc je vais le faire, et rappeler que, puisque la Fondation Gabriel Péry nous invite, Gabriel Péry avait fait un voyage à la tête d'une délégation ouvrière, d'enquête ouvrière, en Indochine, avec Jean Chintron d'ailleurs, qui a écrit beaucoup de pages sur ce voyage. Je vous invite à aller lire dans un des plus beaux livres de mémoire d'Aix que je trouve, qui s'appelle Le vent soufflait à ma porte, si je me souviens bien du titre. Jean Chintron, Gabriel Péry, Jean Chintron, 1934. Je ne vais pas tellement vous parler, pour une fois, de l'Indochine elle-même, mais je vais vous parler de deux choses. D'une part, des répercussions, des échos d'octobre en métropole, mais chez les colonisés, et deuxièmement, de la réflexion en Algérie. Alors, chez les colonisés, je vais quand même commencer par le Vietnam, en rappelant une anecdote. Dans les années 1960, vers la fin de sa vie, alors évidemment, les témoignages a posteriori sont toujours un peu suspects, l'histoire orale a posteriori, surtout avec plusieurs décennies de retard, c'est toujours un peu suspect, mais malgré tout, c'est quand même intéressant. Ho Chi Minh a raconté à un témoin que lorsqu'il était jeune adhérent, je vous rappelle pour ceux qui ne se rappellent pas bien de son parcours et de sa bio, il est arrivé en France, les historiens ne sont pas tout à fait d'accord, mais probablement soit en fin 17, soit 1918, il est resté jusqu'à juin 1923. Et il est devenu, il a d'abord adhéré aux Jeunesses socialistes, ensuite au Parti socialiste, et ensuite, vous savez qu'il a fait le choix de Tours. Et il a expliqué pourquoi il avait fait ce choix de Tours. Et il expliquait la chose suivante, il disait, je comprenais pas bien. Bon, Ho Chi Minh était un intellectuel, un autodidacte, d'ailleurs, contrairement à beaucoup d'idées, il n'a pas été universitaire, il était autodidacte, mais il avait déjà beaucoup lu et il parlait déjà plusieurs langues. En tout cas, il lisait la presse socialiste, le populaire et l'humanité. Il disait, je comprends pas ce qui se passe, parce que c'est des mots que je ne comprends pas. Lutte des classes, dictature du prolétariat, impérialisme. C'est des mots que je ne comprends pas bien. Et puis un jour, alors, encore une fois, en création probablement de l'histoire, un petit peu en tout cas, un jour, je lis dans l'Humanité, je crois que c'était en juin 1919, les thèses sur la question nationale et coloniale de Lénine. Et il dit, j'ai dansé dans ma chambre, Ho Chi Minh danse dans sa chambre, en me disant, mais voilà la voie que je cherchais depuis longtemps, voilà pourquoi je vais devenir communiste. Et je me suis dit que finalement, c'était une façon d'inverser un petit peu un schéma qui est très fréquent dans l'historiographie, qui est de dire que le communisme a instrumentalisé le sentiment patriotique ou le nationalisme. Et je me suis dit que le contraire est vrai. Le nationalisme, les patriotes qui voulaient lutter pour leur libération ont instrumentalisé le communisme. Ce qui, entre parenthèses, rend complètement caduque l'éternelle question qu'on nous pose à propos d'Ho Chi Minh. Était-il d'abord communiste ou était-il d'abord patriote? Ça ne veut rien dire. Il était l'un et l'autre, et il a utilisé l'un et l'autre. Donc, le premier sujet, après cette longue introduction, le premier sujet, c'est donc la présence des colonisés en France à partir de 1920, et je m'arrêterai à peu près à 24-25. Alors, par heureuse coïncidence, de nouveau Ho Chi Minh est présent au Congrès de Tours. Ça, je ne vous apprends rien. Il est présent au Congrès de Tours, mais ce qui est un petit peu moins connu, c'est que, d'une part, il est le seul colonisé. La France est quand même le deuxième empire. La France règne à l'époque sur à peu près 60 millions. L'empire est peuplé d'à peu près 60 millions d'indigènes, comme on disait à l'époque. La France est la deuxième puissance coloniale du monde, et elle n'a l'idée,
les communistes français, les socialistes qui deviennent communistes à ce moment-là, n'ont l'idée de déléguer qu'une seule personne à leur congrès. Une seule personne indigène, qui d'ailleurs ne figure pas dans le compte rendu sténographique, il est présenté comme le délégué de l'Indochine pour des raisons évidentes de sécurité, bien que Nguyen Lai Quoc soit un de ses 100 ou 200 pseudonymes, il a usé à peu près 200 pseudonymes dans sa vie. En tout cas, bon, c'est le délégué de l'Indochine. Alors, que dit-il? Nous voyons dans l'adhésion à la Troisième Internationale la promesse formelle du Parti Socialiste de donner enfin aux questions coloniales l'importance qu'elles méritent. C'est à peu près tout. L'intervention d'Ho Chi Minh n'est pas une intervention qui demande l'indépendance, le mot ne figure absolument pas, il figurera presque immédiatement après, mais en tout cas pas à ce moment-là, et c'est une dénonciation essentiellement des excès de la colonisation, et la demande justement à ses camarades de prendre un petit peu plus en considération les questions coloniales. À ce moment-là, immédiatement après a lieu un échange d'opinions, d'invectives, on peut dire assez connu, entre Jean Longuet et Paul Vaillant-Couturier. Si on se remet donc dans le contexte de l'époque, Longuet, j'ai calculé, avait 44 ans, mais c'était le petit-fils de Marx, c'était une des grandes figures de la SFIO, et Paul Vaillant-Couturier était un célèbre inconnu, en 1920, évidemment. Et pourtant, Vaillant-Couturier se confronte aux thèses de Longuet. Donc Longuet répond à Quoc, à Nguyen Lai Quoc, en lui disant, nous sommes intervenus pour les indigènes à la Chambre. Et Vaillant-Couturier lui répond, ce à quoi notre camarade fait appel aujourd'hui, ce n'est pas seulement à cette action parlementaire, mais à celle de tout le Congrès en faveur des nations opprimées. Donc déjà, c'est la preuve que Vaillant-Couturier, on le retrouvera, est un de ceux qui a compris un petit peu la portée de la 8e condition. La 8e condition, je vous décris pas, vous la connaissez. Le 29 décembre, 3 jours plus tard, je crois, une nouvelle passe d'armes plus significative encore oppose Vaillant et Longuet. Vaillant est en train d'intervenir, et pendant un moment, il se retourne vers Longuet et lui dit « Vous souriez Longuet ?» D'ailleurs, il se vous voit, d'ailleurs. « Vous souriez quand je fais appel au témoignage du camarade indochinois. » Longuet, piqué au vide, rétorque « Je souris à l'idée que c'est sans le prolétariat d'Europe que vous feriez la révolution. » Vaillant-Couturier. Tous les coups portés à un impérialisme sont les coups portés au capitalisme de tous les pays. Un délégué répond à apostrophe Vaillant, c'est absurde. Et Vaillant répond, ce qui est absurde, c'est de ne pas nous tourner vers l'ensemble du mouvement mondial dans une époque où tout tend vers l'universel. Je trouve vraiment que cette formule est très belle, surtout quand on sait qu'elle est prononcée en décembre 1920. En tout cas, bon, très intéressant, mais c'est le seul moment, le seul de tout le congrès de Tours, au cours duquel on parle de la question coloniale. Et il devait y avoir une intervention de Charles-André Julien, qui à l'époque se fait appeler André Julien d'ailleurs, et vous le savez peut-être, à cause du fameux télégramme Zinoviev, pendant le congrès, l'intervention de Julien a été une longue discussion, je crois que c'est l'autre guerre qui présidait la séance. Il y a eu une longue discussion à propos du télégramme de Zinoviev qui insistait, pour vous rappeler, qu'il fallait adopter la totalité des 21 conditions. Et donc là, l'intervention de Charles-André Julien passe à la trappe. Alors, sur cette question coloniale, ce jeune parti communiste va faire très douloureusement et très longuement l'apprentissage dans l'anticolonialisme, de l'internationalisme. Bon, j'ai plusieurs citations dont je vous dispense, mais que je pourrais donner dans une contribution écrite. C'est une quand même, toujours d'Ho Chi Minh dans l'Humanité, Nguyen Lai Quoc, l'Humanité 25 mai 1922. Le Parti français ne peut, comme les premières et deuxièmes internationales, se contenter de manifestations purement sentimentales et sans suite. Je signale au passage d'ailleurs que Ho Chi Minh écrit à l'époque dans l'Humanité, dans la Vie ouvrière, mais il écrit également dans le Libertaire. Il écrit jusqu'en 1922, il écrit dans le Libertaire. Jean Bétron, naguère, avait consacré un article avec le titre Ho Chi Minh anarchiste, point d'interrogation. Et donc Ho Chi Minh confie, alors qu'il est déjà un élément moteur et déjà en vue quand même du jeune parti communiste, il donne 3 articles au Libertaire. Bon, donc ce jeune parti commence un travail d'organisation en ce domaine. Un organe spécifique interne est mis en place dès juin 1921, comité d'études coloniales, remplacé en 1924 par une commission centrale coloniale.
Et simultanément, et c'est peut-être ça qui est le plus novateur, des communistes sont à l'initiative dès juillet 1921, c'est-à-dire un mois après la création du comité d'études coloniales, d'une union intercoloniale, association originaire de toutes les colonies, donc ce n'est pas une organisation formellement communiste, mais évidemment animée pratiquement seulement par des communistes, et animée seulement par des communistes originaires des colonies. Il n'y a absolument aucun métropolitain, même si certains ont voulu, je dis une bêtise, il y a Paul Louis qui va rejoindre l'Union intercoloniale, bon c'est le seul. Mais alors voilà, il y a des malgaches, je ne vous dis pas tous les noms, mais j'ai les noms sous les yeux, les malgaches, des Algériens, des Marocains, des Vietnamiens, des Africains, des Antillais, donc qui sont considérés comme, on va dire, paracolonisés, etc., etc. Donc, pour l'essentiel, des originaires d'outre-mer, auxquels était venu s'ajouter, c'est ce que je viens de vous dire, le grand spécialiste des questions coloniales. Je vous rappelle que Paul Louis, comme beaucoup de guédistes, pas guédes, mais beaucoup de guédistes, avaient adhéré au PCF. Il est resté peut-être jusqu'à 23-24, c'était à rechercher. Citation d'un autre journaliste de l'Humanité, Maurice Haynes, c'est un nom qui vous dit peut-être quelque chose, parce qu'après avoir quitté lui aussi le PC et l'Humanité, il est devenu le spécialiste en France de l'œuvre de Sade. Donc l'Humanité mène à tout, c'était celui qui a fait connaître, en tout cas au début du XXe siècle, l'œuvre de Sade en France. Maurice Haynes écrit dans l'Humanité à l'époque, nous voudrions, donc il félicite de la création de cette association, mais il écrit, nous voudrions davantage, il faudrait, donc c'est un article de mars 22. Nous voudrions davantage. Il faudrait, croyons-nous, reconnaître et sanctionner l'importance primordiale, dans un pays militariste et impérialiste comme le nôtre, d'une offensive communiste aux colonies. Il pèse bien ces mots. Ce n'est pas à telle ou telle fédération, voire à tel ou tel militant, d'entreprendre au terme de la 8e condition la tâche, donc il cite la 8e condition, cette tâche essentielle incombe au parti tout entier, à tout parti appartenant à la 3e internationale, et il reprend la formule de l'internationale communiste. Donc, l'article de mars 22, c'est un article très, très précurseur. Il y a encore évidemment beaucoup de chemin à parcourir. L'Union intercoloniale, par exemple, n'a à l'époque que 200 adhérents, à peu près en 1922, et quelques centaines au milieu de la décennie 1920. On a donc vraiment l'impression, dans cette jeunesse du PCF, que la question coloniale est une question de spécialistes. Il y a bien donc, Paul Vaillant-Couturier, dont je vous ai parlé à Tours, mais qui est déjà, donc, qui est plus journaliste que dirigeant du PC à l'époque. Paul Vaillant-Couturier fait un voyage en Algérie, par exemple, qui est un voyage en 1922, qui est un voyage d'une grande lucidité, où, je vais d'ailleurs dire tout à l'heure aux communistes algériens, où il dénonce un petit peu l'esprit colon qui subsiste au sein du jeune parti, non pas du Parti communiste algérien, mais de la région Algérie du PCF. Alors, bon, les noms, il faut quand même les citer parce que beaucoup auront un grand destin politique. Robert Louzon, qui vit alors en Tunisie, Henri Berton, Henri Lozeret, qui est un vraiment des dirigeants très très actifs des jeunesses communistes et en même temps de la section coloniale, et puis Jacques Doriot, qui après son retour de Moscou et son séjour dans la Roure, arrive à la direction de l'activité communiste en direction des questions coloniales au printemps 1923. Donc, continuation des critiques. Bon, là aussi, j'ai beaucoup de textes. Une précision, parmi les gens qui critiquent toujours le manque d'activité ou le manque de lucidité, le manque d'activisme de leur parti à ce moment-là, il y a de nouveau Nguyen Quoc, même Nguyen Quoc, Ho Chi Minh, je le rappelle, a franchi la frontière à partir de juin 23. Il a quitté la France et donc le PCF en 1923. Il arrive, ses biographes doutent un peu, mais en tout cas fin 23, début 24, puisqu'il a dit plus tard qu'il avait assisté aux obsèques de Lénine, donc début 24, à Moscou, et il va devenir un permanent de l'Internationale communiste, un permanent qui sera loin d'être un apparitchik, puisqu'il passera plus de temps de sa vie par la suite dans la clandestinité en Chine, en Thaïlande, au Vietnam ensuite, que dans les bureaux.
Donc la critique, elle est portée par Ho Chi Minh, mais elle est portée également par quelqu'un qui, si j'ai bien réussi à trouver les cheminements des uns et des autres, quelqu'un qui a probablement été celui qui lui a mis un peu le pied à l'étrier, qui en a fait un peu son poulain au sein de l'Internationale communiste, c'est Manouilski. Pourquoi Manouilski? Parce que, sauf erreur de ma part, je parle devant mes amis spécialistes, je crois que Manouilski participe au congrès de Marseille en 1921, et Ho Chi Minh intervient également au congrès de Marseille, le premier congrès, et donc Manouilski se dit, cet homme-là est celui qui va pouvoir m'aider, donc c'est probablement, par recoupement, probablement lui qui finalement fait venir Ho Chi Minh à Moscou. Et donc, les sessions successives de l'Internationale sont des sessions très critiques, je parle toujours avant 25, hein, contre le manque d'activité du PCF une fois de plus. Et donc, Kwok intervient, et Manouilski intervient également. Et je vais vous donner une citation qui va vous faire sourire, puisque ça va ramener à la discussion de ce moment. Intervention de Manouilski en août 24, donc à l'une des sessions de l'Internationale. Je souhaite au PCF de retourner tout au moins sur cette question aux traditions jaurécistes. Le mot jauréciste est employé par Manouilski à Moscou, justement pour montrer que le PCF est en deçà de l'activité de Jaurès avant 1914. Pardon. Donc, deuxième partie, j'ai encore un petit peu de temps quand même. Deuxième partie, l'activité communiste en Algérie. Et là, je demande pardon à Héloïse Dreus, dont c'est le sujet de travail, donc on en a déjà un petit peu parlé, c'est elle qui devrait être d'ailleurs plus que moi à cette place pour parler de cette chose. En tout cas, je vous dis ce que moi je sais, et je souhaite évidemment qu'elle complète par sa science. Alors, première information, mais vous le savez sans doute déjà, l'écho des appels de Moscou au sein, je vous rappelle que c'était des fédérations socialistes, donc il y en avait 3, hein, ça reproduisait les départements, Alger, Oran, Constantine. L'écho des appels de Moscou au sein des sections, des fédérations socialistes d'Algérie a été immense, et parmi lesquelles, donc, Charles-André Julien, que je vous ai déjà cité, qui n'est pas natif d'Algérie, mais qui était arrivé avec son père, je crois, qui était haut fonctionnaire, en tout cas, en Algérie, à Oran, et qui est devenu socialiste en Algérie. Et il a même été, je crois, le premier élu socialiste en 1919, je crois, au conseil municipal d'Oran. Alors, citation de Charles-André Julien qui fait une conférence le 27 avril 1919. La date n'est pas inintéressante. 27 avril 1919, voilà ce que Charles-André Julien dit à ses camarades. C'est un petit peu lui qui va être, on va dire, la locomotive de l'adhésion à la Troisième Internationale. Il fait une conférence sur, citation, l'œuvre humanitaire des léninistes et des soviets. Alors il cite, comme dans le bilan positif des soviets, la nationalisation des terres, l'abolition de l'héritage, l'essor de l'éducation, et il conclut que le bolchevisme qui s'étendait déjà en Allemagne, bon, donc en mars 19, hein, le bolchevisme s'étend déjà en Allemagne, arriverait en France plus tôt qu'on ne le pensait. Inch'Allah. Enfin, c'est pas tout à fait l'histoire concrète qui s'est mise en place de cette façon. Le 18 novembre 1919, le journal de la Fédération socialiste, La lutte sociale, publie le texte des 21 conditions, et donc on peut dire que c'est en connaissance de cause, ça aurait dû être en connaissance de cause que les socialistes algériens votent en faveur de l'adhésion, et bon, parmi lesquels, donc parmi les 21, il y a bien sûr la 8e. Et les socialistes algériens votent d'une façon très massive en faveur de l'adhésion. Délégation de l'Oranais, 100% des voix. Non, pardon, Constantinois, 100% des voix. Oranais, 94,7. Algérois, 86,7 des voix. Donc, la totalité des délégués algériens à Tours viennent avec des mandats d'adhésion à la Troisième Internationale. Ce qui n'enlève rien au fait qu'il ne délègue aucun indigène, aucun musulman, si vous voulez. Donc là, puisque je vous ai dit tout à l'heure que Kwok était le seul indigène, le seul colonisé à Tours. Alors,
Les devenus communistes, les militants d'Algérie changèrent certes d'opinion politique, sauf sur la question coloniale. L'encre de la signature d'adhésion au jeune Parti communiste et donc aux 21 conditions n'était pas encore sèche qu'André Julien écrivait dans l'Humanité 7 janvier 21, donc après l'adhésion, 7 janvier 21, Charles-André Julien écrit la chose suivante. La question des mouvements nationalistes a tenu la première place dans la discussion approfondie engagée par les fédérations algériennes sur les thèmes coloniaux, à l'unanimité, écrit Julien, et sans qu'aucune voix se soit élevée pour soutenir un point de vue contraire, sans qu'aucun de nos camarades indigènes ait présenté la moindre observation, en réalité il y avait très peu d'indigènes, elles se sont prononcées contre les mouvements nationalistes et la révolte indigène, qui venaient juste de signer la 8e condition. Sans parler des difficultés pratiques qui voueraient à un massacre inutile, profitable au seul militarisme, des milliers d'hommes, etc., etc. Et donc ce serait s'allier avec les indigènes, ça serait s'allier soit avec les caïds médiévaux, c'est comme ça qu'ils sont désignés, soit avec une masse analphabète et abrutie par la religion. C'est un petit peu l'idée qui prévaut dans les rangs socialistes et donc nouvellement communistes à l'époque. Dans ces conditions, on peut affirmer que dans ce domaine au moins, mais pour eux ça aurait dû être le domaine principal, les socialistes algériens ont voté pour l'adhésion sur la base d'un quiproquo. Un épisode célèbre montre en tout cas la difficulté qui lui a greffé le nouvel internationalisme sur le corps de l'ancien parti et ce qu'il faut bien appeler un rejet. C'est l'épisode célèbre de la section de Sidi Balabès, dont vous avez sans doute souvent entendu parler, rédigé par Maxime Guillon, qui était un petit peu le grand homme de la SFIO avant 1914 en Algérie, et qui était devenu communiste en 1920, et qui ne restait très peu, puisqu'il a rejoint la SFIO dès 1923. Mais en tout cas, c'est lui qui écrit ce texte, mais c'est lui qui est approuvé par la totalité de ses camarades. Bon, la section, le texte de Sidi Balabès a été très connu, parce qu'il a été dénoncé ensuite, en particulier par Douzon, et par un communiste algérien qui s'appelait Abdelkader Hadjali, et puis il a été dénoncé par l'international. Mais ce qui est moins connu, c'est que les mêmes thèses ont été, bon, tous les textes que je ne vais pas vous lire, mais tous les textes ont été repris d'abord par une fédération entière, celle de Constantine, et un congrès interfédéral, donc de la totalité des communistes algériens, le 24 septembre 22, donc 2 ans après Tours. La motion est exactement dans le même esprit, donc dénonciation de la thèse unique du Parti communiste en matière coloniale. En l'occurrence, la 8e condition est directement dénoncée, donc c'est vraiment frontal. Citation du congrès de la réunion des 3 fédérations du PC algérien, enfin de la région Algérie du PCF. Citation, ce texte a le tort d'être trop général, de s'appliquer indistinctement à toutes les colonies et États opprimés sans tenir compte de leurs conditions particulières. Bon, je vous la lis pas intégralement, mais en tout cas, c'est une récusation en forme, et c'est donc une dénonciation des directives de l'internationale communiste et en même temps de Paris. Avec un argument qu'on retrouve très souvent chez les réactionnaires européens d'Algérie, c'est de dire « nous connaissons mieux ces gens-là que vous ». Hein, c'est une chose que vous avez sans doute déjà entendue chez les réacs. Eh bien, on retrouve bon, sur le thème, lorsque Paris voulait faire même très timidement en Algérie des réformes, des réformettes même souvent, je pense au projet Bloom-Violette par exemple, qui était quand même pas très hardi, eh bien, il s'est toujours trouvé une très grosse majorité d'Européens d'Algérie pour rejeter même ces toutes petites réformes et pour dire nous les connaissons mieux que vous et c'est nous qui savons leur parler. Et donc, il y a exactement le même thème dans ces déclarations, et on peut penser d'ailleurs que les articles, je reviens aux articles de Paul Vaillant-Couturier de 1922 dans l'Humain, donc il faudra retrouver les dates pour voir si la chronologie, je crois que la chronologie concorde à peu près, c'est d'une façon indirecte, Paul Vaillant-Couturier leur répond dans l'Humanité en disant eh bien que l'internationalisme est un combat en quelque sorte, et qu'il faut essayer de passer un petit peu en quelque sorte au forceps. Précision toutefois, il reste au sein de ces jeunes régions du Parti communiste une minorité internationaliste, et que c'est dès ce moment que quelques voix, et je pense par exemple à quelqu'un qui est complètement oublié, qui venait d'ailleurs du monde libertaire, qui est aujourd'hui complètement oublié, qui s'appelait Victor Spillman, et qui est quelques mois, peut-être une année ou 2, membre
du Parti communiste français en Algérie. Victor Spillmann est un de ceux rares qui ose même imprimer le mot indépendance nationale dans un texte de la lutte sociale 19 mars 1921. Vous voyez, donc c'est à peu près tout ça, c'est à peu près les mêmes dates. Bon, donc la fluide critique, j'y reviens. Vaillant Couturier, je l'ai dit. Adjali, je l'ai dit. Et donc, l'Internationale va continuer sa pression, donc dénonciation de la fameuse section de Sidi Bel Abbès, etc., avec un objectif qui est passé dans l'histoire, puisque l'Internationale communiste taxera les textes des sections communistes d'esclavagistes. Ils emploieront le mot esclavagiste en disant que c'était le reflet d'une mentalité esclavagiste. Donc, c'est cette insistance, pour ne pas dire cette pression qui n'acceptait pas finalement de réponse, cette pression de l'international, enfin de Paris, de l'international via Paris, qui fait que progressivement, les communistes algériens, les communistes d'Algérie, puisque encore une fois c'est essentiellement des Européens d'Algérie, vont changer de programme, et progressivement le congrès interfédéral du 14 janvier 23, vous voyez, donc tout ça se passe très vite, va immédiatement rectifier en quelque sorte et revenir à des textes qui sont plus dans la ligne de l'international, soutenir les aspirations démocratiques, etc., ce qui évidemment implique le départ tous les gens qui avaient participé de près ou de loin à la préparation de Tours, et le Parti communiste, la région Algérie du PCF, qui était à peu près entre 1000 et 1200 adhérents avant 1920, ne sera plus qu'à peu près 400 personnes en 1924, au moment de la rectification. J'en suis à la conclusion. Donc les éléments opportunistes de droite ont été éliminés, et donc à partir de ce moment-là, on peut dire que oui, on est donc en 23-24, on peut dire que c'est le moment où la rectification et le début du chemin vers l'activité anticolonialiste frontale commence, puisque je vous rappelle que le télégramme de Doriot et Pierre Semard à Abdelkrim date de septembre 1924, donc c'est l'ouverture ensuite vers la grande année 1925, qui sera la grande année du tournant, même si mon collègue et ami René Galissot parfois conteste cette interprétation. Voilà, merci. Je vais arrêter. Les opportunistes de droite ayant été battus, on peut passer la parole à Serge Boudikov pour la gauche conquérante, pour l'histoire des commémorations. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est un petit bout de cet intitulé, en fait, les commémorations d'octobre 1917, de la Révolution russe, notamment en France. Ça a déjà été beaucoup étudié et fort bien. Et c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. J'ai mis un sous-titre à mon topo, c'est l'invention d'octobre 1917. L'octobre 17, en fait, c'est une invention qui s'est construite progressivement depuis la Révolution et au cours des années 20 et 30. Et c'est ça que je vais essayer d'expliquer en essayant, puisque je m'intéresse pour des raisons de fond à l'international communiste, et voir comment il y a eu une entreprise politique et idéologique et culturelle combinant l'effort du Parti communiste russe, Parti communiste de l'Union soviétique ensuite, et de l'international communiste pour fabriquer au bon sens du terme, mais fabriquer une image d'octobre 17 qui n'existait pas au moment de la Révolution et dans le temps même de la Révolution. Et cette émergence de l'octobre 17, c'est donc pas ce qu'on pourrait appeler l'octobre des historiens, du savoir historique, dont on a parlé ce matin, mais plutôt un processus, un événement réinventé, imaginé, à travers un processus historique où on a des remaniements successifs et progressivement la formation d'un récit qui est celui de l'octobre 17.
qui fait partie évidemment de cette histoire générale, mais qui se distingue quand même de ce qu'on pourrait appeler l'analyse scientifique, historique, critique de la Révolution en 1917, telle qu'on l'a évoquée ce matin notamment. Et je pense que cette affaire de l'octobre 17 permet en quelque sorte de percevoir une chronologie dans le mouvement communiste international et français, mais le mouvement communiste français étant, on peut le dire, un peu accessoire dans l'affaire. Il y a eu donc des lectures successives de l'événement, et puis avec des modalités où l'événement lui-même est dénaturé et transformé par rapport à ce qu'il a été initialement, et ensuite la mise en place d'un savoir officiel, d'une codification. Ce matin, Roger évoquait l'idée d'un modèle, et bien moi, ce que je veux essayer de pister, c'est le rythme et la manière, la chronologie de la construction de ce modèle de manière relativement fine. Alors les jalons chronologiques, disons qu'on peut distinguer trois moments, grossièrement. Une période qui est celle qui va de 1917-19 à 23, une autre qui va de 24 à 28, et ensuite celle qui court à partir de 1929 jusqu'à 1937-38, qui sera, à mon avis, le moment où les choses sont à peu près fixées pour une longue période. Alors, aux origines de la représentation de ce qui s'est passé en octobre 17, la prise du pouvoir à Petrograd est fusionnée avec la révolution russe de l'année 17. Et même elle est fusionnée avec, dans l'imaginaire, avec la révolution mondiale. C'est un moment qui est un moment fondateur de la révolution mondiale. En tout cas, octobre 17, c'est à la fois le début d'une révolution sociale qui continue, qui va s'étendre, mais c'est aussi inscrit dans la révolution qui a secoué la Russie tout au long de l'année 17. Et d'ailleurs, si l'on prend les chronologies qui étaient rappelées dans les journaux, dans les écrits à ce moment-là, le moment historique de 17 n'est pas isolé en tant que tel. Je dis, mon hypothèse, vous voyez bien où je veux en venir, c'est que le moment où le récit d'octobre 17 va être formalisé et structuré en tant que tel, c'est le moment où la révolution mondiale cesse d'apparaître comme imminente et où, en plus, l'enjeu de ce qui s'est passé dans l'année 17 devient un enjeu interne dans la direction du Parti communiste de l'URSS, et donc octobre va devenir un moment de distinction, hein, une sorte de pierre de touche pour diviser, pour séparer les bons, les mauvais, les léninistes et les autres. Et donc ça nous ramène à une discussion qu'on a eue déjà, qu'on a évoquée ce matin. Alors, quand on prend Lénine lui-même dans ces années qui suivent la prise du pouvoir, Lénine sacrifie au rite de l'anniversaire, mais il évoque le chemin parcouru, les difficultés, les succès, dans les premiers congrès de l'Internationale ou les congrès du Parti communiste bolchevique, pas plus que ça. Et on peut prendre un exemple, le 5e anniversaire d'octobre 17, qui coïncide avec le 4e congrès de l'Internationale, 1922, le dernier où Lénine, déjà affaibli, participe et permet de mesurer un peu comment ça se commémorait officiellement par les dirigeants bolcheviques eux-mêmes. Pour ça, on s'appuie sur quelques journaux, aujourd'hui accessibles, la correspondance internationale, dont les articles à ce moment-là de base étaient signés Radek ou Victor Serge. Et par exemple, Victor Serge, dans une chronique lapidaire, évoque 5 années d'histoire révolutionnaire. Et dans ces 5 années d'histoire révolutionnaire,
il y a l'année 17 et l'évocation d'octobre est extrêmement concise. Alors, il raconte l'événement, vous allez voir, je prends la citation parce qu'elle est quand même très très explicite. Au 25 octobre, date fixée à l'avance par le parti bolchevique, nouveau fracas d'écroulement dans le silence des tranchées de l'Europe, dans la sourde rumeur du canon, et c'est la démocratie capitaliste qui finit. Vous voyez, on est dans un style littéraire, d'exaltation de l'événement, mais à part ça, il y a une très longue chronologie qui détaille les événements depuis février 17. Radek fait le bilan d'octobre, aussi reconnaît que le gouvernement des soviets, lui sa formule, est contraint de défendre bien plus longuement qu'on ne pouvait le prévoir en 17 et par ses seules ressources la brèche qu'il a ouverte dans le rempart du capitalisme mondial. C'est-à-dire que 5 ans après, il évoque l'octobre 17 comme une brèche ouverte, mais pas comme un événement spécifique, fondateur, modélisé. Et pourtant, c'est des textes qui ont quand même un caractère officiel. En gros, la manière de commémorer, c'est le chemin parcouru. Le chemin parcouru depuis l'année 17. Trotsky accueille les délégués au congrès de l'Internationale et situe l'anniversaire dans le contexte, la NEP, la volonté soviétique de nouer des relations diplomatiques. Et voilà ce qu'il dit. À son 5e anniversaire, la République des Soviets n'entretient des rapports normaux qu'avec l'Allemagne. Toutes les autres grandes puissances n'ont pas encore reconnu le pouvoir des Soviets, mais le prolétariat de tous les pays le reconnaît et l'appuie fraternellement. La bourgeoisie peut encore différer la reconnaissance de l'État ouvrier et paysan avec des arrière-pensées que nous comprenons bien. Elle attendra en pure perte. La Russie soviétiste persévérera, patiente et résolue, jusqu'à la révolution mondiale. Donc on est toujours dans la même idée. Octobre, ça a été l'année 17, un point de départ, et il faut continuer, et voilà. Eh bien, à partir de l'année suivante, des 2 années suivantes, le récit va complètement se transformer, et c'est ça que je veux essayer de vous montrer maintenant. Ce matin, j'évoquais l'éloignement de l'horizon révolutionnaire. L'éloignement de l'horizon révolutionnaire est effectivement formalisé, devient explicite pour tout le monde, dans l'Internationale comme dans le Parti communiste bolchevique, fin 23, après l'échec de ce qu'on a appelé, et c'est pas par hasard, l'octobre allemand. Et c'est l'échec de l'octobre allemand qui va en quelque sorte initier une nouvelle période. Alors bien sûr, on connaît en général bien la célébration du 10e anniversaire, 1927, les films de Pudovkin et de Eisenstein, et puis toute la puissance de l'État soviétique pour rappeler ce qu'est octobre 17. Mais en fait, ce qui aboutit à 1927, c'est un mouvement qui commence à la fin de l'année 23. Et pour ça, je pense qu'il faut revenir au débat dans le Parti communiste russe, au lendemain de la mort de Lénine, entre Trotsky et la Troïka autour de Zinoviev, Kamenev et Staline. Les noms ne sont pas inintéressants par rapport à octobre, évidemment, puisque à propos de l'échec allemand, Trotsky va évidemment pointer du doigt qu'un certain nombre de dirigeants bolcheviques avaient imaginé qu'en Allemagne, un nouvel octobre allait se produire, l'octobre allemand. Par analogie, Zinoviev, Radek et d'autres avaient préparé l'octobre allemand. Et évidemment, l'échec cuisant de la tentative révolutionnaire, ou même pas tentative, de l'épisode, on va dire, n'entrons pas dans le détail de l'analyse historique concrète, parce que là, on n'en sort pas, mais on sait que ça sert de support aux critiques de Trotsky. Et quand Trotsky critique la manière de diriger le parti, d'organiser le pouvoir dans le parti, comment il titre, comment il parle de ceux qui se prétendent les héritiers de Lénine, eh bien, il va publier un texte qui, le premier, s'appelle « Les leçons d'octobre ». Les leçons d'octobre.
Et justement, le débat va s'engager sur quelles sont les leçons d'octobre. Et les uns et les autres, j'entre pas dans le détail du texte parce que j'ai écrit là-dessus, parce que il ne faut pas que je sois trop long, mais les leçons d'octobre, c'est un moyen pour Trotsky de relier et de rappeler à certains les divergences qu'ils avaient avec Lénine, sur qu'on a évoqué ce matin, c'est-à-dire sur la prise du pouvoir le 25 octobre, et que ce soit Kamenev, que ce soit Zinoviev, ou même un certain silence prudent de Staline. Et il se fait évidemment un plaisir non dissimulé de dire que lui à qui on conteste la possibilité de critiquer au nom de Lénine, il est bien placé pour exercer cette critique. Alors, et il le dit, alors je cite un exemple, un court texte, « Nous sommes une partie de l'international. Le prolétariat des autres pays a encore à résoudre son problème d'octobre. Et au cours de ces dernières années, nous avons eu des preuves assez convaincantes que les partis communistes les plus avancés d'Occident non seulement pas assimilé notre expérience, mais ne la connaissent même pas du simple point de vue des faits. » C'est-à-dire qu'il fait la leçon d'octobre, en disant que justement, il faut revenir sur ce qui s'est passé en octobre, et là on va s'apercevoir que la prise du pouvoir, le timing, la manière de prendre le pouvoir en s'appuyant sur des rapports majoritaires, etc., dans les soviets, tout ça, ça n'est pas ce qui s'est passé en Allemagne. Et que ceux qui ne veulent pas se porter la responsabilité sont mal placés de ce point de vue. Et il le dit, il faut mettre à l'ordre du jour dans le parti comme dans toute l'internationale l'étude de la révolution d'octobre. Il faut que tout notre parti, et particulièrement les jeunesses, étudie minutieusement l'expérience d'octobre qui nous a fourni une vérification incontestable de notre passé et nous a ouvert une porte sur l'avenir. Alors vous voyez que c'était un truc à tirer dans les coins, hein, c'est assez clair. Et le problème, c'est que comment dire, la riposte va se faire sur le même registre, mais avec plus de moyens de l'appareil d'État et du parti, et c'est Staline qui va être en quelque sorte en première ligne. Vous connaissez les textes successifs de Staline dans les leçons du léninisme, eh bien il revient sur les leçons d'octobre, et il va dire les choses immédiatement à sa sauce. Il va théoriser les leçons d'octobre en disant ce qui a manqué en octobre, c'est un parti unifié, un parti unique et un parti dirigé. Et le point essentiel de la préparation d'octobre, dit Staline, c'est que cette préparation fut dirigée par un parti unique, le Parti communiste. Telle est la première particularité de la tactique des bolcheviks pendant la période de la préparation d'octobre. C'est complètement inventé. C'est une invention totale par rapport à ce que nous connaissons et ce que les uns et les autres savaient et ce que Trotsky avait pointé. Mais il n'en reste pas moins qu'on est début 24 et que Staline, au moment de la discussion après la mort de Lénine, de l'interrogation sur l'avenir de l'URSS mais aussi du parti, des divisions internes, et Staline va faire de la codification d'octobre le moyen de mettre en avant l'idée qu'il faut un parti unique pour réussir la révolution et un parti monolithique. Et alors donc, cela dit, comme il est entouré de gens qui connaissent bien qu'il est en train de raconter des histoires, il dit oui, mais bien sûr, il y a des divergences, il y a pu avoir des différences, la souplesse, mais un chef qui est capable d'unir. Alors voilà, non seulement la révolution d'octobre a besoin d'être appuyée par la révolution des autres pays, mais les révolutions de ces pays ont besoin de l'appui de la révolution pour accélérer le renversement de l'impérialisme mondial. On a mis en place le dispositif. Donc, à partir de là, 24, il y a le congrès de l'internationale communiste qui est le congrès dit de la bolchevisation, faire la révolution dans les partis, puisqu'on ne peut pas la faire dans les sociétés, dans l'immédiat, il faut faire la révolution dans les partis et les réorganiser. Et à partir de là, octobre va devenir une pièce qu'on pourrait appeler importante du dispositif. Je continue ma petite excursion pour arriver au 10e anniversaire. Parce que le 10e anniversaire, 1927, c'est un moment de mise en scène idéologique
cérémonielle, et on peut dire que la commémoration d'octobre prend sa forme en 1927. Vous savez que c'est d'ailleurs un enjeu politique, puisque la dernière grande manifestation de l'opposition qui défile dans Moscou, c'est justement en octobre 1927. Et c'est pas par hasard, la date d'octobre 1927 est choisie justement pour manifester d'un côté l'opposition à la politique de Staline, pour aller vite, et d'autre part, le gouvernement va mettre en place les moyens pour organiser des délégations, des festivités, des commémorations avec les films commandés spécialement sur l'événement et qui racontent l'événement, à tel point que, même si Alexandre ce matin disait que Eisenstein avait été tout à fait subtil dans la manière de montrer le rapport entre ouvriers et soldats, quand même la mise en scène de la prise du pouvoir, du palais d'hiver, la mobilisation, l'affrontement autour de cette prise du pouvoir répond à une codification qui a quand même un peu de distance avec la réalité historique qu'on connaît. Et même si Pudovkin présente les choses autrement, à chaque fois, il y a une sorte de mise en valeur de l'événement lui-même, qui, comme une sorte d'événement dramatisé, avec une dramaturgie, avec tout un romantisme qui symbolise la révolution en tant que telle, qui est bien sûr une image construite et pas du tout des documents historiques, comme souvent même ces films sont parfois utilisés comme des documents d'époque de 1917, hein, parfois dans des usages pédagogiques ou autres. En ce qui concerne la célébration, elle met en valeur le parti, sa prescience, sa prééminence, son unité, et ce qui est très intéressant, évidemment, c'est que disparaissent, dès ce moment-là, alors ils vont disparaître après physiquement et encore plus clairement, tous ceux qui ont été les protagonistes d'octobre 1917. Il n'y aura plus que 2 personnes qui seront en quelque sorte les figurants de cet épisode, c'est Staline. Et oui, Staline arrive là, seul, il a fait le ménage, et à côté de Lénine. Le dernier grand affrontement autour d'octobre, je parle à côté d'un spécialiste, donc Maurice me reprendra si je me trompe, mais en 1928, le 11e anniversaire d'octobre fut l'occasion du grand et du dernier grand affrontement politique et idéologique en URSS, avec la publication du texte de Boukharine, Les notes d'un économiste, qui est publié justement à cette époque et où Boukharine, ancien dirigeant encore dirigeant de l'Internationale communiste, critique la politique économique suivie et la mise en pièces de la même. Pour aller vite, l'élimination de Boukharine, Rykov, je termine, Tomsky et Rykov, dès le printemps 29, va désormais faire d'octobre 17 un moment consensuel, un moment univoque. Alors, enfin, il n'y a plus personne pour discuter des leçons d'octobre. L'apogée de l'octobre 17 dans sa manifestation, c'est pas par hasard, c'est 1937. 1937, il y a non seulement le pavillon de l'URSS qui célèbre les réalisations à l'exposition universelle, il y a non seulement le vote de la constitution du peuple tout entier, il y a également, vous le savez, les procès politiques, les purges, le premier, le deuxième procès, 36-37, et c'est après ce procès, et dans l'assassinat, l'exécution de Tukhachevski, etc., c'est dans ce contexte-là qu'est célébré de manière un peu définitive au moins pour 30 ans, et codifié l'octobre 17. Alors, à ce moment-là, il devient vraiment le mythe fondateur, à la fois de la victoire du socialisme dans un seul pays, et l'acte de naissance de la nouvelle société, la société soviétique, et il est le moment de vérité pour le parti, c'est-à-dire le parti est en quelque sorte
sacralisé par sa victoire dans l'octobre 17. Un vrai parti révolutionnaire, c'est un parti qui sait faire la révolution, comme en octobre 17. Donc la mise à l'écart de ceux qui connaissaient la réalité historique, on a parlé d'Orgiasanov tout à l'heure, ce matin, ne doit rien si vous voulez, une sorte d'absurdité du terrorisme stalinien. C'est tous ceux qui avaient contrôlé, qui avaient ramassé les documents, qui connaissaient les archives à l'Institut d'histoire du parti ou à l'Institut désormais Marx Engels, Lénine, sont éliminés. Désormais, la documentation historique va servir à illustrer l'octobre 17 et si l'on prend les programmes des écoles léninistes, alors vous savez, la formation des cadres internationaux, alors à partir de 1937, ces écoles sont en grande partie suspendues, elles ne fonctionnent plus, il y a beaucoup de répression, bon. Mais jusqu'alors, dans les programmes qui vont de 1900, on a parlé des professeurs rouges, tu parlais des professeurs rouges, on a expurgé, on a purgé les professeurs rouges à partir de 31, 32, et la fin du programme de ces écoles léninistes, qui vont de 32 à 35, 36, on a une énorme, dans les cours, une énorme place consacrée à l'octobre 17. Les citations de Lénine, les chronologies, à chaque fois, l'idée nouvelle qui est en 1937, c'est que le parti a tout prévu depuis février. C'est-à-dire que Lénine et le parti bolchevique sont non seulement ont dirigé, mais sont capables d'anticiper les événements, qu'ils ont prévu ce qui allait se passer en octobre. Comment? Les thèses d'Avril, les lettres de loin, et on choisit une série de textes qui permettent de montrer que non seulement Lénine avait prévu, mais que la réalité historique, en quelque sorte, s'est calée sur la capacité, l'omniscience du parti. C'est important parce que l'omniscience du parti correspond à l'édition du livre, du manuel d'histoire du parti bolchevique qui sort au même moment, hein, là un an après, mais qui reprend cette thématique. Et le dernier élément, c'est que les mouvements populaires, les mobilisations de masse dans l'octobre 17 disparaissent complètement. On voit il y a des ouvriers, bien sûr, des soldats, mais ils sont c'est toujours à l'appel du parti, hein, à l'appel du parti bolchevique. Et la place même des soviets et des comités dont on a parlé ce matin est minorée à tel point que quand 30 ans plus tard, Marc Ferraud, qui découvre toutes ces archives et tous les télégrammes et toutes les pétitions, les cahiers de doléances et les interventions de ces masses populaires, lui-même est surpris. Et pourtant, il avait l'esprit critique, il n'était pas aveuglé par la doxa d'octobre 17, mais que c'était tellement répandu que le parti avait dirigé au sens fort du terme toute cette révolution et cette prise du pouvoir que les mouvements populaires étaient ignorés. Alors, je termine en disant que là-dedans, il y a évidemment la mise en scène de la trahison. La mise en scène de la trahison est fondamentale en 1937, dans l'octobre, parce qu'il y a ceux qui ont appuyé Lénine et ceux qui l'ont trahi. Et ceux qui l'ont trahi, ce sont tous ceux qui ont voulu plus tard sa mort et qui sont condamnés dans les procès et qui sont physiquement condamnés et qui vont être, du point de vue des images, également condamnés, puisque leur image va disparaître, et du récit d'octobre, et des images même de l'époque. On va effacer leur image. Et vous savez que quand on reprend l'histoire des procès, quand on regarde les réquisitoires de Wyszynski ou d'autres, on voit qu'en permanence, enfin très fréquemment, l'histoire de la trahison, des preuves qui sont accumulées contre les accusés remontent toujours à octobre 17. Kamenev et Zinoviev, mais bien d'autres, n'ont pas voulu, ont trahi, n'ont pas voulu. Alors d'autres, on parle aussi de Brest-Litovsk, c'est plus facile parce que Trotsky, il est hors de portée à ce moment-là, donc c'est quand même le grand démiurge de toute cette opposition, et donc et de la trahison. Mais toujours on revient vers l'épisode fondateur d'octobre 17 où on invente un Staline aux côtés de Lénine
dans la prise du pouvoir, alors que, évidemment, dans toute cette opération, on sait que Staline, quand il est avec Kamenev, il a dirigé la Pravda, il a fait part de ses remarques critiques et de ses inquiétudes face à ce que Lénine pensait, et ainsi de suite. Donc, cette idée que octobre 17, c'est aussi un moment d'épuration interne, que la pureté révolutionnaire se vérifie dans les moments de grande violence politique, est quelque chose qui est associé à la célébration. Alors évidemment, il y a un autre moment, mais qui n'est pas un autre moment, c'est le moment de l'apprentissage, de l'inculcation et de la pédagogie. L'inculcation, la pédagogie, c'est le manuel, plus tard, c'est les écoles. Et si on prend la codification de l'octobre 17, faite en 1938, ça ne bougera pas jusqu'aux années 50 dans certains partis communistes et dans bien d'autres encore, et même dans le parti communiste de l'URSS, la manière de présenter l'octobre 17 ne bouge pas jusque dans les années 70. Hein. Donc il y a une longue et, j'allais dire, tragique histoire de la codification de l'octobre 17 et qui, d'une certaine manière, a pendant longtemps escamoté le processus révolutionnaire historique très riche du véritable octobre 17 dans l'année 17. Et donc, c'est pas inintéressant de voir comment l'image et la représentation a recouvert l'événement, non pas spontanément, mais comme une production historique, politique, culturelle, délibérée. Très bien. Merci. À vous la parole. Oui, je voudrais savoir pourquoi vous avez intitulé ce colloque La Révolution de 1917 et pourquoi l'avoir pas mis au pluriel. Et puis, deuxième question, c'est la célébration actuelle qu'il y a pour la Révolution dans la Fédération de Russie actuelle. Parce qu'il me semble que la célébration tourne autour, surtout de la Révolution de février, comme quoi elle a instauré un régime parlementaire, et effectivement, et que les dirigeants actuels de la Fédération de Russie sont assez embêtés sur le fait de comment pouvoir traiter la Révolution d'octobre. Très bref, c'est sur la fin de l'intervention. Le moment 53 ne change rien. La mort de Staline. Et après le rapport Khrouchtchev. Bon, ben, on va en dire un mot aussi, on va en dire un mot. Je pense que ça mérite. Voilà. Moi, je voudrais dire quelque chose sur le rôle de Boukharine dans cette codification de ce octobre. Parce qu'il y participe de manière un peu différente de Staline, il me semble. Enfin, il faudra que je regarde ça de plus près. Mais en 23, c'est lui qui écrit comment il ne faut pas écrire l'histoire de la révolution d'octobre. Et c'est publié dans la Pravda, je ne sais pas sous sa signature, mais c'est lui qui l'a écrit. Et en 27, il fait un rapport qui a dû au moins durer 2 heures et demie, vu qu'il y a 50 pages dans le texte qui est donné par la correspondance internationale, et où il fait le bilan de 10 ans. Alors, surtout dans le deuxième rapport, il ne parle jamais de ce qui s'est passé pendant la Révolution. Alors, à aucun moment. Il en parle un peu plus dans les leçons. Comment il ne faut pas écrire les leçons d'octobre, il en parle un petit peu plus, mais il y participe alors d'une manière peut-être un peu plus institutionnelle, mais ceci dit, il tombe exactement sur le même problème. Il reconstitue l'idée que le parti est uni, alors que il était certainement réunis, ils étaient rassemblés, les révolutionnaires, ils l'ont fait ensemble, la révolution, mais on ne peut pas dire que c'était une unité monolithique. Au contraire, enfin, c'était pas ça. Et d'autant plus même qu'il a eu cette expérience-là, lui, à Moscou. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il est dans le déni. Très souvent, il dit des choses sur ce qui s'est passé, enfin, il rappelle quelques commentaires, et il est dans le déni. Le cas le plus flagrant, c'est quand il rappelle que
Lénine, dans les discussions qu'il y avait eu juste avant la Révolution, Lénine avait refusé l'introduction du programme du parti qui avait été rédigé par Plekhanov. C'était trop livresque. Alors, moi, quand je lis ça, les bras m'en tombent, parce que en 19, Lénine dit il faut garder l'introduction de Plekhanov à notre programme du Parti communiste, parce que c'est le capitalisme, il est clair, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Et deuxièmement, Boukharine, qui veut remplacer ce passage sur le capitalisme par quelque chose sur l'impérialisme moderne, lui dit tu n'y arriveras pas. C'est ça que lui dit Lénine. Tu n'y arriveras pas, c'est pas possible. Et alors, c'est absolument ahurissant. Donc il est complètement dans le déni de ce qui s'est passé, puisqu'il rappelle des choses dont il a fait l'expérience contraire. C'est littéralement. Voilà. Je voulais dire juste. Allez, vas-y, Omar. Moi, je voulais dire juste un petit mot sur la question que Serge nous a bien décrit concernant ce processus de sacralisation de la révolution d'octobre qui efface toute disons, la participation spontanée des masses populaires. Moi, je trouve que dans les discours qu'on appelle antitotalitaires des années 60-70, c'est-à-dire, par exemple, dans les thèses de François Furet, dans l'image qui passe, par exemple, dans Solzhenitsyn de la Révolution d'octobre, on a la même dynamique. C'est-à-dire, la Révolution d'octobre, c'est la révolution du parti bolchevique. C'est un coup d'État, c'est un événement. Et là, et la chose intéressante, à mon avis, c'est que ces discours dans les années 80 s'installent aussi dans les débats publics et dans les sens communs des masses populaires, parce qu'ils trouvent aussi un terrain réceptif, parce que les mêmes images, au contraire, ont été déjà diffusées dans l'idéologie de la gauche. Je trouve qu'il y a un rapport, c'est-à-dire il y a une sorte d'état réceptif de cette idéologie au moment où elle a été diffusée pendant 30 ans dans les discours politiques des gauches. Et donc, voilà, ça, je voulais... Tout à fait. Bon, pardon. Alors, en fait, je voulais dire presque la même chose que vous. Je voulais juste exactement sur ce qu'il disait, à quel point le discours construit sur le fait que le 17 était un coup d'État d'un parti et que de gommer toute la dimension de mobilisation populaire, de contexte révolutionnaire véritablement de base, c'est quelque chose, je trouve ça super intéressant parce que justement, enfin, c'est vraiment lié à ce que tu disais, hein, toute une partie de la droite anticommuniste a absolument utilisé ça, y compris pour dire qu'elle était révolutionnaire, parce qu'en Amérique latine, c'est ça, hein, les coups d'État sont appelés révolution par les militaires. Eux, ils disent que eux, c'est les forces armées, représentent le peuple, donc eux, c'est la révolution, et 17 et les communistes font des coups d'État avec leur parti qui veut faire une dictature. Donc c'est rigolo comment le discours construit dans une certaine stratégie révolutionnaire, finalement, est réincorporé par... Et aussi dans les fascismes des années 20, il y a cette... Oui, une petite remarque très rapide. On a l'impression qu'en URSS, pendant ces années en tout cas, l'histoire était écrite et dite directement par les politiciens, alors que ce n'est pas leur rôle, et non pas par les historiens. Les historiens, les vrais, que disaient-ils à cette époque? Ils devaient souffrir, j'imagine, à l'université. C'était leur métier de dire l'histoire. Parce qu'il y a pas mal de questions. À leur place. Il y a pas mal de questions. Il y a une dame qui a la dernière, oui. En ce qui concerne le courant autogestionnaire, en particulier en Yougoslavie, vous n'avez volontairement pas parlé du tout. Je voulais savoir.
Alors moi je vais vous répondre à partir de la première question. Alors, je garde les historiens pour tout à l'heure. Vous avez dit la Fondation Gabriel Péri a organisé une journée sur la Révolution. Oui. Et alors finalement, vous avez mis la Révolution d'octobre et pas les révolutions... Non, vous l'avez pas mis Révolution au pluriel. Quoi. Oui, voilà, je n'ai pas mis Révolution au pluriel. Enfin, c'est moi, j'assume la paternité de toute cette affaire. Je dirais que déjà, on a mis ça comme journée d'études. Hein, oui. Vous voyez, pour moi, ce qui compte, c'est journée d'études. Oui. Pas à l'occasion du 100e anniversaire, nous nous sommes réunis pour évoquer ce grand moment de l'histoire mondiale. On n'a pas fait ça. On a fait une journée d'études. Alors maintenant, dans l'étude, il y a un certain nombre de questions qui se posent, et notamment de la manière de parler de l'objet dont on parle, qu'on étudie. Une ou plusieurs révolutions. Révolution dans la révolution. Hein, vous voyez. Donc, est-ce que le fait d'employer le pluriel, mais non pas à mesure égale, mais dit qu'il y a un processus, il y a des processus révolutionnaires avec des moments. Quand Nicolas Werth, je reprenais là, il publie son Que sais-je, il emploie le terme les révolutions russes. Et globalement, il le justifie en évoquant la révolution de 1905 et en 17, ce qui se passe en février, ce qui se passe en octobre. D'autres parlent de la révolution russe en disant que, comme Clémenceau à propos de la révolution française, c'est un bloc. Bon, mais pour certains, il y a l'idée que la révolution russe en 17, c'est février, et qu'en octobre, c'est un coup d'État. Donc dire, alors peut-être c'est une position centriste de dire ça, mais le terme les révolutions russes, ça permet de laisser le terrain ouvert, et moi je pensais qu'il fallait le laisser encore plus ouvert, c'est-à-dire 1917 en Russie, et qu'on en discute, parce qu'en plus, à la fin de la journée d'études, on ne tire pas des conclusions, et vous, ça, en tout cas, moi je suis fermement opposé à tirer des conclusions, vous savez, comme on l'a fait à une époque, après un grand moment d'analyse et d'études, une journée d'études, il y avait un résumé qui constituait les conclusions que tout le monde devait partager. Hein. Alors Roger, lui, nostalgique de cela, mais moi non. Ouais. Ah mais tu m'avais demandé de faire des conclusions. Oui, voilà. Alors voilà, donc cette question est pour nous encore, pourquoi pas employer le pluriel ou pas. Le pluriel ne me gêne pas. Le pluriel ne me gêne pas. Moi, je dirais même que le processus révolutionnaire, comme le signalait Radek ou Trotsky en 1922, le processus révolutionnaire a continué et que tout n'est pas décidé en octobre 17. Parce que ça dépend comment on interprète la guerre civile, comment on interprète tout cet épisode, et y compris le tournant de la nette et la manière de sauver la révolution ou pas. Donc, moi, ce qui me plaît plus, c'est d'étudier la révolution russe dans son épaisseur historique, comme un processus qui ne se termine pas en octobre. Parce que si tout s'est terminé en octobre, tout est pratiquement décidé, et ça ne correspond pas tout à fait au processus réel. 1953, la mort de Staline. Est-ce que ça change quelque chose au discours sur octobre 17? Bien sûr que non. Au contraire, il faut revenir aux sources. Retour à Lénine. Alors, retour à Lénine. Alors, le retour à Lénine, on va l'avoir pendant 20 ans, comme une sorte de référence saine. En France, plus tard, il y a le retour à Marx. Et en URSS, c'est le retour à Lénine. Alors, c'est pas le même retour à Lénine à l'époque de Khrouchtchev et à l'époque de Gorbatchev. Hein. Il y a des moments où il y a des historiens, on va revenir aux historiens, qui retournent vers les archives. Mais au niveau du discours du parti et de l'État, il n'y a pas de changement officiel majeur. Je me souviens, dans l'épisode, on ne va pas raconter sa vie, mais il y avait le Congrès international des sciences historiques en 1970, qui était un congrès international. Il y avait Labrousse, il y avait Pierre Villard, il y avait toute une série de grands historiens français. On a eu droit à une conférence sur octobre 17, qui était faite par un historien qui n'avait aucune compétence sur l'histoire de la Révolution. Jean-Dumas le connaît bien parce qu'il était spécialisé de la Révolution française, c'est Manfred. Hein, et Manfred nous a tenu une conférence sur octobre 17 qui était digne
de ce qui avait été dit dans les années 30. Hein. Ça n'avait pas bougé d'un pouce. Hein. C'était, si j'ose dire, le prix à payer pour après avoir de bonnes relations avec les historiens du monde entier qui étaient accueillis à Moscou dans une ambiance qui était celle de la Troïka après l'élimination de Khrouchtchev, qui était encore une certaine ouverture, mais contrôlée. Et idéologiquement, octobre 17, ça n'a pas changé. Deuxième confidence, c'est que la commémoration d'octobre 17, elle a, à mon avis, très peu bougé en URSS. Après, à l'échelle mondiale, ça s'est délité, comme on l'a dit, en Italie, ailleurs, ça a commencé à prendre de l'eau. En 77, le Parti communiste français a 2 délégations, moi j'étais dans l'une et d'autres étaient dans une autre, pour dire des choses différentes, et ils se font accueillir, et Marcel Fettner doit se souvenir de cet épisode. Une délégation était dirigée par Georges Cognot, avait été préparée avec Gaston Plissonnier, pour dire nous pensons que octobre 17 nous parle toujours, et notamment les principes, le parti, la capacité d'initiative, etc. Et puis il y en avait une autre dans laquelle on disait à peu près que maintenant c'est un événement historique puissant, mais qui ne nous aide pas forcément à ouvrir toutes les portes aujourd'hui. C'est pas une clé qui nous sert à ouvrir toutes les portes. Et on était en 77. Et c'est pour dire que de ce point de vue, en URSS, la réflexion n'a pas allé dans le mouvement communiste international depuis longtemps. Il y avait eu des évolutions et des critiques en Tchécoslovaquie, des réflexions critiques en 67 en Tchécoslovaquie. On a toute une réflexion des historiens tchèques, slovaques sur cela. Les Italiens, début des années 60, il y a tout un travail de critique historique. Togliatti lui-même l'avait initié sur octobre 17, et puis, enfin pas octobre, la révolution russe qu'il fallait mettre à distance, qu'il fallait étudier, y compris l'international. Il y a un fameux article de Rina Shida et tout ça. C'est même pas Berlinguer. Berlinguer, lui, en rajoute une couche et dit les choses beaucoup plus formalisées, justement pour 1977, pour cet anniversaire. Boukharine, super intéressant ce que tu dis. Super intéressant. Boukharine est embarqué dans une histoire compliquée avec Staline. Et lui-même a été dans l'extrême gauche au moment de la Révolution. Il a critiqué Lénine sur sa gauche et tout ça. Donc pour lui, il n'est pas... il s'aventure pas dans la restitution des événements. Il pourrait la faire, hein, cette histoire, mais il la fait pas. Ça c'est certain. Et le fait qu'il ne la fasse pas est très intéressant. Il a écrit une lettre à Trotsky qui est sur un autre ton. Bon, ben voilà, mais dans les choses publiques. Dernière chose, à propos de ce qu'on pourrait appeler la manière dont les antitotalitaires, la droite et la doctrine stalinienne de présentation de l'événement se rejoignent, c'est tout à fait impressionnant. Hein. Évidemment, ça doit nous faire plus que réfléchir. Même si la sincérité des militants qui se battaient autour de la référence à octobre 17 n'est pas en cause, mais vous savez bien que de ce point de vue, ils ne maîtrisaient pas forcément l'objet construit qu'on leur avait présenté et qui était la révolution d'octobre 17, hein, telle qu'elle était programmée. À propos des historiens, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ce matin, on a évoqué, Alexandre l'a signalé, il y a toute une série d'historiens qui se sont mis à faire de l'histoire sur document, etc. Sauf que, comme il l'a dit ce matin, il y a avant 17 et il y a après 17 pour faire l'histoire. Que dans les archives, ça continue de fonctionner comme ça, et que ça a commencé à ce moment-là, dès les années 20. Hein. Même Ryazanov et toute l'équipe qui allait acheter des archives de Babeuf, qui sauvaient des archives de Marx, d'Engels à travers toute l'Europe, et même Daline, spécialiste de l'histoire rurale, de l'histoire de la Révolution. Après, il se met à faire l'histoire du communisme français, mais enfin avec beaucoup de prudence. Hein. Je parle sous le contrôle de Jean Numa parce qu'il connaît bien l'histoire de Daline, mais ils étaient très prudents. Et il y a des débats en fin 27-28 sur un manuel d'histoire du Parti communiste. C'était Yaroslavski, et puis il y en a un autre, j'ai oublié les noms, où ils se font critiquer par Staline dans les leçons du léninisme, et ils s'en remettent pas.
c'est une attaque contre Boukharine, en fait, par le biais des professeurs rouges et des cours qui étaient faits. Et dès 28-29, il n'y a plus d'autonomie, mais même il n'y en avait pas beaucoup. Le travail des historiens, avant 17, était vraiment un travail sur document qui s'était mis en place. Après, ça va disparaître. Mais après 17, vous avez raison, c'est l'affaire du parti, des dirigeants, l'histoire qu'il faut raconter. Alors, sur l'autogestion, le courant autogestionnaire, pourquoi on n'en a pas parlé? D'abord parce qu'on ne peut pas parler de tout. Et puis deuxièmement, il aurait fallu non pas parler de l'expérience yougoslave, mais du débat sur la question des conseils et sur la question avec, d'une partie de la gauche de l'internationale, des partis qui, alors là, Maurice connaît ça très bien, on est un certain nombre à savoir, les débats qui se font autour et avec Lénine, entre 19, 20, 21, sur cette question. Lénine va régler le problème, enfin régler, politiquement, parce qu'il va à l'essentiel, il va dire, ça c'est la maladie infantile du communisme, c'est le gauchisme, et ceux qui mettent en cause la participation aux élections, qui tombent dans le conseillisme, etc., ne font pas partie de ceux qui peuvent vraiment construire les partis communistes. Il faut régler leur compte au 3e congrès de l'International. Trotsky, par la force des choses, aussi dit à peu près la même chose, fin 21, au moment de ce qu'il appelle la nouvelle étape, dans laquelle est rentré le mouvement communiste. Et cette question des conseils et de l'autogestion, ce matin on a parlé de l'État et la Révolution, j'avais envie, c'est pour terminer sur une pirouette, Lénine fait un livre qui est l'État et la Révolution, qui est proprement anarchiste. Pour aller vite, il faut supprimer l'État. Et 3 ans plus tard, on est en 21, il fait l'éloge de la reconstruction d'un État efficace qui passe à la fois qu'il y a une politique internationale, qu'il y a une politique d'investissement, qui va faire un développement du réseau électrique en Russie, s'inspirer du terrorisme américain pour relancer, grâce à la NEP, et je pense que il a le sentiment qu'il faut faire survivre la révolution et que c'est nécessaire, mais c'est la mise en place d'un État qui n'a rien à voir avec ce qu'il décrivait dans l'État et la révolution. Alors les conseillistes qui disaient, eux, il faut continuer à donner aux soviets, surtout que dans les soviets, il y avait des anarchistes, il y avait des SR de gauche, il y avait un mélange compliqué de forces politiques qui avaient été en grande partie décimées pendant la guerre civile. Eh bien, c'est une histoire sur laquelle on ne revient plus, quoi. Et c'est pour ça que parler des conseils et de l'autogestion, quand Tito en parle, et quand la question se pose en 49, 50, 51, c'est vraiment attenter aux fondamentaux de ce qui est devenu le léninisme, c'est-à-dire que ça n'a plus de place, quoi. Et c'est l'exclusion de Tito, c'est pas la déviation titiste, c'est quelque chose qui renvoie à toute une histoire.